Et alors, bon, moi, je vais proposer de, Oui. de faire l'analyse critique de la communication du gouvernement pour essayer de dissuader les conseils constitutionnels de euh, censurer l'article 19 de la SREN, de la loi sécurité régulation de l'espace numérique. Mais ouais. Bah, attends, du coup, est-ce que c'est vraiment utile? Alors, alors, non, parce qu'on peut faire autre C'est chose, vrai hein. qu'on Non pourrait, c'est mais, vrai, non mais, on alors, avait commenté ça, mais est-ce que c'est vraiment oui, utile? alors, alors je vais essayer de donner les raisons pour lesquelles ça me semble utile d'étudier cela. Et puis après, on peut ne pas le faire et parler d'autre chose. On peut parler d'une actualité plus actuelle. Euh, Ça me paraît important. Pourquoi? Parce que, alors effectivement, bon, c'est plus d'actualité puisque c'est l'article 19, c'est terminé, il a été rejeté, bon, on n'en parle plus. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, d'abord, une chose qu'on ne savait pas, c'est que lorsqu'il y a une saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés ou plus, sénateurs, etc., pour demander au Conseil constitutionnel d'invalider tout ou partie d'un projet de loi, chacun peut y mettre son grain de sel. Ça, on ne savait pas. Oui, oui, Voilà, ça, on l'a bon, on appris pensait qu'il y avait une saisine, que le Conseil constitutionnel il étudiait les arguments, hein, et puis non, non, chacun veut mettre son grain de sel. Alors, chacun veut mettre son grain de sel. Il y a le grain de sel, disons le grain de gros sel et le grain de sel fin. Le grain de gros sel, il a droit à être diffusé sur le site du Conseil constitutionnel. Alors, il y a le gouvernement, ouais, il y a la commission qui a planché, qui a fait les allers-retours avec le Sénat, là, qui a dit aussi son truc. Il y a un député, bref. Alors là, tu peux avoir sur le site du Conseil constitutionnel, in extenso, la prose de ces gens, disons, de l'établissement, comme disait Jean-Marie, ce cher Jean-Marie, de l'établissement. Voilà. Il est mort, lui, ça y est? Non, 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 non. Ah, ouais, Non, mais sa fille lui dit, papa, maintenant tu te tais. Parce que là, cette fois, je vois, c'est lourd. Hein, on va te mettre en EHPAD. Bon. Non, c'est plutôt, non, pas en EHPAD, on appelle ça placement sous contrainte. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que tu fais venir, bon, on avait fait, venir un psychiatre là, agréé par les tribunaux, hein, qui étudie la personne, et puis qui dit non, là, ça va plus. Mais comme, bon, si tu dis, papa, est-ce que tu veux aller au Vinatier, là, donc chez les dingues, il va te dire non, je ne veux pas y aller. Bon, donc c'est placement sous contrainte. Bref. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on n'est pas si on fait pas partie des gens connus, on peut quand même mettre son grain de sel. Donc c'est le sel fin, c'est pas le gros sel, c'est le petit sel. Et là, tu es simplement cité. Voilà. Alors il y a Marc Dorcel, la société de pornographie Marc Dorcel, il y a la quadrature du net, enfin bon, tu sais, on a vu ça. Ouais, on l'a vu la Bon, dernière fois. alors il y a une liste, il y aurait par exemple recours constitution qui serait dans la liste, comme ça. Voilà. Bon. C'est vrai. Alors tu sais pas, par contre, tu sais pas ce qu'ils ont dit, hein. Bon, mais Non. le Conseil constitutionnel te dit, on a reçu une lettre de ces gens-là. Bon, ça c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est que les arguments que développe le gouvernement, le gouvernement c'est pas rien quand même, le gouvernement, hein. Bon, les arguments que développe le gouvernement pour convaincre le Conseil constitutionnel surtout de ne pas rejeter, de ne pas céder, hein, à la demande de rejet formulée par deux groupes parlementaires, mérite qu'on s'y arrête, même si l'affaire n'est plus de venir, puisque bon, ça va, ils ont rejeté, mais attends, le balancier va revenir un peu plus tard sous une autre forme. Mais il faut voir un peu qu'est-ce qu'ils disent. Ouais. Bon, et ça c'est quand même très intéressant parce que Ça peut être intéressant. voilà, c'est une bataille de droit, une bataille juridique. Alors, on n'est plus dans les invectives, Mélenchon sur
dans la rue, sur un trottoir, etc. Là, on est dans une bataille juridique. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que le gouvernement maîtrise, lorsqu'il fait en fait, comme nous, un mémoire en enquête juridique, qui essaie d'expliquer ce qui est recevable et ce qui n'est pas recevable du point de vue de la constitutionnalité, est-ce que ça tient la route, hein, ou est-ce que ça ne tient pas la route? Bon, il n'y a pas que le gouvernement, parce que dans cet argumentaire, normalement, le gouvernement s'appuie pour rédiger les lois sur le Conseil d'État. Est-ce que dans cet argumentaire au Conseil constitutionnel, est-ce que ce n'est pas aussi le Conseil d'État qui a participé? Non. En toute logique, oui, quand même, non? Non. Non. Alors, pas en tant que... Non. Il est dans son rôle, le Conseil d'État. Non, mais le Conseil d'État... alors, d'abord, le Conseil d'État n'a pas à produire un truc pour... Non. Bon, il est saisi. Le Conseil d'État, il répond s'il est saisi. Bon. Je ne dis pas en tant que tel, mais en tant que conseil, c'est-à-dire dans les travaux. C'est-à-dire, c'est pas public, mais dans les travaux. Tu vois ce que je veux dire? Le Conseil d'État, il n'a pas qu'un rôle public, il a aussi un rôle de... Comme dit son patronyme, hein, Conseil d'État, il est conseil. Voilà, le gouvernement peut demander conseil. Bon, justement, voilà. Il faut voir si... Parce que je pense que c'est pas que ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que c'est pas simplement peut-être l'argumentaire du gouvernement, mais également du Conseil d'État derrière. C'est-à-dire qu'il est révélateur aussi de, au moins d'une partie des conseillers du Conseil d'État. À mon avis, il y a de ça malgré. Alors, bon, en lisant le mémoire, alors c'est pas le mémoire en requête du gouvernement, on ne voit pas apparaître le Conseil d'État. On va éventuellement. Ce que je veux dire. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Non, je ne comprends pas. Je dis simplement qu'il y a des conseillers du Conseil d'État qui ont peut-être participé à titre pas officieux, mais dans les couloirs, enfin pas dans les couloirs, mais comment dire, dans les tuyaux, voilà, pour donner dans les coulisses. Et ça me semble dans leur rôle, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pas simplement le gouvernement. C'est ça que. Alors ça c'est une excellente question. Lorsque le gouvernement produit un texte de 17 pages pour inciter le Conseil constitutionnel à pas suivre ce que lui demandent deux groupes, est-ce que... Il y en a 35, non? C'est pas 35 pages? Oui, 35 pages. Non. Bref, je ne sais plus. Eh bien... Je crois, oui. Est-ce que le Conseil d'État a travaillé là-dessus? C'est une excellente question, ça. Moi, je pense que oui. C'est logique. Ah ben, c'est logique. Non, mais alors, là, du coup, effectivement, alors là, ça va au-delà de l'analyse critique du texte, c'est savoir comment a été fabriqué ce texte. Qui l'a écrit? Et oui. Est-ce que le Conseil d'État a travaillé là-dessus? Et après, il va falloir voir si il a le droit de le faire, si dans les prérogatives, dans la mission, la fonction, les missions du Conseil d'État, est-ce que le Conseil d'État peut aider le gouvernement lorsque le gouvernement lui demande son aide pour contrarier le Conseil constitutionnel? Bon, c'est quelque chose qu'on peut... Alors, ça fait encore une raison de plus pour étudier ce truc. Mais, je veux dire qu'au-delà... Donc, il y a l'aspect... Il y a cet aspect-là, pourquoi pas. Il y a l'aspect, est-ce que les arguments, est-ce que la maîtrise, disons, de la cuisine juridique est recevable lorsque c'est le gouvernement qui le fait? Tu vois, je vais sur le site du Conseil d'État. Oui. Donc, le Conseil d'État assure un rôle de conseiller juridique du gouvernement. Oui. À l'Assemblée nationale et du Sénat. Il rend des avis juridiques sur les lois et les réglementations avant qu'elles soient débattues ou votées au Parlement et ça, son rôle est de garantir la sécurité juridique des projets de texte qui lui sont soumis. C'est amont, c'est un boulot amont, ça. Oui, mais il veille à ce que ces projets respectent la Constitution, le droit européen, et soient cohérents, compréhensibles, applicables, etc. En amont. Mais... Oui, c'est en amont, mais là, comme il y a eu contestation, pourquoi est-ce que ce rôle s'arrêtera? Il n'y a pas de raison. Attends, c'est un projet,
un projet de loi présenté par le gouvernement. Donc, le Conseil d'État... Parce que quelque part, ça remet en cause le travail en amont qu'a fait le Conseil d'État. Ah ben, bien sûr. Le Conseil d'État aurait dû dire au gouvernement, attention, ça ne va pas être constitutionnel. Oui. Donc, il est légitime, le gouvernement, à ce moment-là, il se retourne vers le Conseil d'État, il dit, attends, on vous a envoyé le texte, vous nous avez dit c'est bon, ça passe. Et alors, quoi que non, c'était pas en plus, c'était pas le gouvernement, c'était un amendement, je crois. En plus. Oui, alors voilà, j'étais en train, pendant que tu parlais, j'étais en train de rectifier cet article 19, qui au départ s'appelait 5 bis, enfin bref, n'était pas dans le projet initial. C'est vrai. Il a émergé à la suite de l'usine à gaz du système des amendements d'un député qui s'appelle Monsieur Machin, voilà, et qui a donné, bon, qui a été forcément téléguidé par le gouvernement, mais bref. Mais c'est bizarre d'ailleurs, parce que pourquoi ils l'ont pas mis directement dans la loi? C'est bizarre, hein, et après qu'ils le défendent mordicus comme ça, c'est ça qui est très étrange. Ce truc est... Oui, alors du coup, voilà encore une raison de plus. Qu'est-ce que c'est que ce business? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bon, parce que cet article 19 est un article extrêmement fort. Bon. Et donc... Le top, il est extrêmement fort. Oui, non mais bon, c'est une atteinte à la liberté d'expression extrêmement forte. Il n'était pas présent dans la loi. Bon, la loi, c'est quand même le gouvernement qui l'a concocté. Bon, et là, sur ce point de vue, il n'y a pas de doute. Et puis, il y a un député qui a rajouté ça à titre d'amendement, et ça a été donc avalisé par l'ensemble du Parlement. Oui, alors c'est vrai qu'on peut, alors là c'est la mécanique interne, on peut essayer je pense que de toute façon cette affaire elle est extrêmement intéressante, très grave parce que elle est très révélatrice de plein de choses. Ah non mais voilà, elle est grave parce que quand on dit on est dans une démocratie avec des limites, hein, à l'arbitraire et donc à la liberté d'expression. Il y a quelque chose qui garantit la liberté d'expression. Donc là, on est carrément dans ce cas de figure, et c'est intéressant de voir comment ça s'est passé. Voilà. Bon. Donc ça s'ajoute en plus, effectivement. Ouais. Comment se fait-il qu'un député tout seul, comme ça, ait balancé un truc aussi stratégique? C'est hyper stratégique, que ça va permettre à tous des gens comme nous d'être interdits de parole. Bon, c'est quand même important. Voilà. Donc ça, oui. Et que ça soit repris par le gouvernement, argumenté sur le fond juridique, donc quand même des experts. Je ne vois pas les gens de LREM et tout ça, des experts en juridique, hein, même dans les cabinets. Hein. Donc moi, je ne vois pas quelqu'un d'autre que le Conseil d'État, que des conseillers au Conseil d'État. Donc c'est le boulot. Hein. Oui, mais ça, c'est des accusations sans preuve. Là. Bon. Ah oui, mais... parce que leur argumentation, on l'a regardée déjà un petit peu. Voilà, je veux dire, elle est fallacieuse, mais enfin, elle est quand même costaud, quoi. Elle n'est pas... Non. Alors, non. Justement. Non. Justement. Toi, tu dis qu'elle n'est pas costaud? Non, elle n'est pas costaud, non. Non. Elle n'est pas costaud. Alors, bon, au moins sur la forme, quoi, je veux dire. Non, ben la forme, tu mets des termes un peu juridiques, d'accord. Non, mais sur le fond, parce que, bon, si comme je le pense, et en fait, ça pourrait être l'objectif, alors, bon, un objectif tendancieux, très bien, mais bon, on est tendancieux, hein, voilà, bon, de dire, vous voyez ce qu'est capable de produire le gouvernement, mais c'est nul. Hein. C'est-à-dire que pour défendre une tentative de juguler la liberté d'expression, et que même le Conseil constitutionnel, qu'on ne tient pas comme modèle de vertu démocratique, eh bien, le gouvernement utilise des arguments qui ne tiennent pas la route.
si à partir de l'étude sans concession de ce fameux texte, uniquement sur l'article 19, hein, bon, le reste on s'en fout, c'est l'article 19, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant, surtout si on arrive à la conclusion que ce que dit le gouvernement, ça ne tient pas debout. Alors, Ou que c'est voir que c'est faux, quoi, qu'il y a une tentative de manipulation. Je rebondis sur notre discussion du départ avec cette histoire de l'article 16, du recours à l'article 16, la situation de blocage, parce que quelque part, ils se sont fait bloquer là, sur quelque chose qui visiblement avait de l'importance à leurs yeux. Ouais. Et je ne dis pas que c'est déterminant dans la dissolution. Je pense que ça fait un argument en plus pour dire mais on ne peut plus faire tout ce qu'on veut et il faut qu'on mette un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est ça. Ouais, c'est pertinent, Luc, ce que tu dis. Ah bah oui. Mais ça a l'air de t'étonner que ça soit non, bien. mais... Non, ça m'étonne. En fait, c'est pertinent, mais ça ne m'étonne pas. Ah, mais là, ce que tu dis, Luc, je suis tout à fait d'accord. Je dirais autrement, ou disons, je surajouterais avec une autre forme d'expression ce que tu viens de dire, c'est que ils ont reçu un camouflet. Un camouflet que le Conseil constitutionnel leur a infligé, je pense, de mauvaise grâce. Mais on l'avait dit avant, tous les deux ou tous les trois, hein, on avait dit, mais le Conseil ne peut pas laisser passer. Bon, il aurait envie, c'est sûr qu'il aurait envie, c'est sûr qu'il subit des pressions, mais bon. Il se déjugeait à 2 mois d'intervalle, enfin à 3 mois d'intervalle. L'argumentaire du RN pour ça était imparable. Ah mais, alors, le truc était imparable. Alors, mais j'ai entendu l'autre jour, bon, j'écoute pas le JT, tout ça, mais de temps en temps, j'écoute quand je suis en voiture sur France Info, BFM, quand ils interrogent des mecs dans la rue. C'est le côté citoyen qui vit en moi, n'est-ce pas? Voilà. Je raconte Mélenchon, j'ai rien à foutre parce que de toute façon, dès qu'il ouvre la bouche, je sais exactement ce qu'il va dire. Et l'autre, pareil. Bon. Par contre, quand tu interroges le machin sorti du bistrot, là, des fois, tu dis. Et là, il y a un mec qui a dit. On lui dit, mais oui, l'extrême droite est diabolisée, enfin diabolisée, c'est terrible, on vous dit de pas voter contre l'extrême droite parce que c'est terrible, diabolique. Et le gars, il répond, il dit, oui, mais je sais, j'ai l'impression que les gens, non, ils y croient plus, là, bon, ça leur fait plus peur du tout, l'extrême droite, bon, c'est un parti comme les autres. Et puis, et c'est là qu'il sort un truc, et puis, moi j'ai l'impression, quand on les écoute, ils sont devenus intelligents, ils sont plus intelligents que tous les autres. Chaque fois qu'ils disent des trucs, c'est incroyablement pertinent. Et alors nous, à notre niveau, on regarde uniquement les machins juridiques, quand tu vois la production, quand tu compares, parce qu'il y a eu 2 saisines, hein. Il y a une saisine du RN pur, une autre saisine LFI avec Tartampion, machin, bon. Le niveau, la qualité juridique, hein, je ne vais pas rentrer dans les... D'abord, c'était pas idéologique du tout. Hein. Le truc du RN n'était pas du tout idéologique. Il était sur les attendez, vous avez dit ça, c'est pas possible, c'est contraire à la jurisprudence du truc qui s'est passé à Metz ou à Nancy. Bon. Et le LFI, par contre, c'est oui, mais c'est pas bien de faire ça, c'est pas démocratique, c'est pas bien. Ouais, bon. Et je ne parle pas du PS, bon, qui lui n'a pas fait de saisine, hein, qui carrément était pour. En Constitution s'attaque à ce texte, s'attaque à l'argumentation du gouvernement concernant le rejet putatif de l'article 19. Et on démonte autant que possible tous les arguments du gouvernement. Et qu'on monte ça en épingle en disant, vous voyez, d'abord, reprendre ce que tu dis toi, Luc, c'est-à-dire cette histoire de l'article 19, écoutez, on va vous dire, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu une SREN qui parle que d'espace numérique, machin. Tout d'un coup, il y a un truc contre la liberté d'expression qui arrive. D'où ça vient? C'est un projet de gouvernement, ça vient d'un député. Qui est ce député? Comment ça s'est passé? Quel argument? Bon.
Ensuite, parce que ça avait été, je crois que ça avait été rejeté au Sénat et réintroduit à voilà, la il faut redébloquer tout ça. En fait, il faut y travailler tranquillement, en y prenant le temps, parce que même si tu mets 6 mois là-dessus, bon, c'est tellement explosif. Je pense que c'est assez intéressant. Voilà. Parce que c'est au Et donc, cœur. Parce que la liberté d'expression, c'est devenu au ah mais cœur non, c'est la base. Bon, si tu ouvres une brèche là-dedans, c'est fini. Il y a plus de tout, il y a plus de débat, il y a plus de débat démocratique. On entre alors en tyrannie, je dirais oligocratique, c'est-à-dire qu'il va y avoir 7-8 partis. Les autres pourront plus s'exprimer d'abord par des élections urgentes comme celle anticipée. Tu as une semaine. Bon, tu as une semaine pour t'inscrire. Bon, ça veut dire que les petits partis. Bon, là, Grégoire a fait un tour de force. Il a réussi en une semaine à inscrire des mecs. C'est un travail de titan, ça. Bon. Alors il a distribué tous les bulletins de vote dans les mairies. Quand tu as 2 ans pour préparer des élections, même si tu es un petit parti, tu vas arriver. Bon, quand on te dit, attendez, il y a des élections dans 3 semaines, et puis vous avez une semaine pour vous inscrire. Bon, il n'y a que les gros mastodontes qui peuvent le faire. Bon, et donc, tu arrives, et si en plus tu jugules la liberté d'expression, bah, tu arrives à une espèce de monocratie, habillée en forme de démocratie représentative, parce qu'il y a 4 ou 5 grands partis qui se partagent le pouvoir de l'un et de l'autre. Voilà. Bon, bref. Donc, ce que je propose, c'est de travailler à fond sur cette affaire en faisant l'historique. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé ce truc-là? Parce qu'au départ, on parle que d'espace numérique, des GAFAM et compagnie. Comment c'est arrivé? Pourquoi? Par qui? Qu'est-ce que c'est que ce député? D'où il vient? Bon, le Conseil d'État, quel est le rôle du Conseil d'État? Il est intervenu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a aidé le gouvernement? Est-ce qu'il a dit au départ, oui, c'est bon? Bon, voilà. Ensuite, voir les arguments concrètement qui ont été écrits, tels qu'ils ont été écrits, les références qu'ils ont prises, sur quoi ils se sont appuyés, sur des jurisprudences, ou est-ce qu'ils ont fait leur analyse. Alors c'est intéressant. L'article 8 de DHC, voilà ce que nous on interprète l'article 8. Bien, balabou, on est en plein dans notre truc là, voilà. Et puis de faire en fait un dossier à charge, mais à charge vraiment pour dire que ce qu'a écrit le gouvernement, ça émane vraiment d'un esprit monocratique, disons anti-liberté d'expression. Et que c'est ça, en fait, qu'on nous prépare, que c'est une espèce d'avant-goût, hein, et un ballon d'essai, hein, bon, alors, dans la mesure où il était évident que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas laisser passer, compte tenu de la situation, mais dans une situation où tu as le péril de l'extrême droite et tout ça, boum, on prend l'article 16 et puis on dit oui, on va remettre l'article 19 parce que vraiment il faut que... Voilà. Comment est arrivé? Bon, et là ça devient assez politique parce que, bon, on n'a pas de preuves. Mais il y a des éléments, il y a des éléments de calendrier quand même. Il y a des éléments. Chronologie. Qu'est-ce que c'est que cette loi SREN? Bon, c'est a priori un projet de gouvernement. Les amendements, cet amendement qui a été reconnu comme cavalier législatif. C'est plus que cavalier, c'est le gars, il arrive en haut, c'est comme les gars au cirque, paf, boum, il saute sur le cheval. Le cheval n'a rien demandé. Bon. Et bon, qu'est-ce que c'est que ce député? Quel argument il a eu? Pourquoi est-ce qu'ils se sont emballés tous en disant ouais, c'est vachement bien? Pourquoi il n'y a pas une loi spécifique qui dit son nom? Parce que ça, c'était, je pense, ils ont vu une façon de faire passer un truc énorme, englobé dans... C'est pour les jeunes, pour protéger les jeunes contre la pornographie, tout ça. Oui. Alors tout le monde est d'accord, oui, bien sûr, oui, il faut protéger les jeunes contre la pornographie. Bon. Et hop, on met un truc contre l'outrage en ligne, contre la liberté d'expression. Donc c'est un mauvais coup, tu vois, c'est un stratagème, c'est... non. Donc là, c'est un argument, disons, c'est un texte, une espèce de harangue politique. Moi je pense que c'est d'autant plus important que ça
ça illustre, je dirais concrètement, ce que j'ai déjà dit N fois dans mes émissions, dans mes chroniques de Barbarie notamment, c'est que le capitalisme en est à renier ses propres fondements pour pouvoir continuer d'exister. C'est-à-dire que ce droit naturel qu'est la liberté d'expression, qui est la base du libéralisme. Laissez faire, laissez passer. Ils sont obligés de taper dedans, ils sont obligés de le détruire. C'est aussi pour ça qu'ils le font de façon un peu cachée. Alors, et donc je pense que c'est d'autant plus important de le démontrer. Alors ça c'est très très bien d'élargir sur l'idéologie, disons le mode de faire valoir économique, politico-économique, et parler du capitalisme, qui au départ c'est laisser faire, laisser passer, c'est la liberté, et qu'aujourd'hui devient un capitalisme d'État. C'est-à-dire que c'est plus James Bidin qui plante un tuyau et qui fait jaillir le pétrole du Texas. C'est des États qui ont besoin de réglementation ad hoc, sui generis, et qui ne peuvent absolument pas se permettre d'être contredits dans la mesure où ça devient de plus en plus difficile, et si tu es contredit, tu ne peux plus avancer. Et avec comme corollaire, comme tu le dis, le fait que tout doit être légiféré maintenant. D'où l'inflation législative, c'est-à-dire que tout doit avoir des lois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun espace de liberté. Mais alors, si on est dans effectivement, on constate, bon, après, voilà, cette logique. C'est un élargissement, mais je veux dire, ça donne l'enjeu en définitive de ce travail. Ça, en fait. Oui, cette logique d'inflation législative, cette logique, cette volonté d'inflation réglementaire, plutôt de ce réglementarisme, est incompatible avec la liberté d'expression. Parce que chaque fois qu'il y a un nouveau règlement, il dit non, attendez, c'est contraire. Non, mais arrête de nous faire chier. Bon, règlement, on en a besoin. Le règlement, c'est pas pour le plaisir, pour un règlement, c'est pour se faciliter la vie. Voilà, pour faciliter le business, pour faciliter le fait de faire du profit. Alors, on peut pas je pense pas que ils font pas des règlements pour le plaisir d'emmerder le monde. Ils font des règlements pour eux, pour leur garantir que c'est eux qui vont s'approprier le truc. Leur business, des pour faciliter leur business.